Eh bien bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en compagnie de Pierre de Brest Buzz, très heureux de vous retrouver ce jeudi soir pour la suite de ces 3 livres qui vont nous porter de jour en jour. Je vous rappelle les titres, j'espère que tout va bien côté technique, j'ai pas de retour mais ça y est, ça arrive, je vois. Et donc, petit traité de la connerie, ça fait du bien de rire de temps en temps. Je vous renvoie également à la chanson de Pierre Perret, sortie il y a quelques jours. Voilà, ça vaut l'écoute, j'espère que ça vous donnera le sourire. Et puis, donc pour ce qui nous concerne, petit traité de la connerie, c'est de Marilyn Vido. On vous en a lu hier 3 passages, puisque ça marche par des thèmes très courts. Au menu d'un dîner presque parfait, une bonne flambée des coûts de la vie, ça c'était le premier thème. Deuxième thème, le bio de supermarché. Et ensuite, carte flic. Et puis pour ce soir, ça va être le diesel du ciel. Les autoroutes nous pompent et les opérateurs nous grugent. Alors, dans une deuxième partie de l'émission, on va évidemment continuer avec, en s'appuyant sur les écrits de Christian Perron, à dénoncer les scandales de cette affaire, puisqu'il faut bien appeler ça une affaire, Covid-19. Bonsoir Aline, merci d'être avec nous. Et donc ce soir, évidemment, on va aborder le scandale numéro 2. Oh, surprise, on n'a pas assez de tests non plus. Alors ça a fait évidemment le joint avec le premier scandale qui était zut, on est en pénurie de masques. Vous allez avouer avec moi que ça fait quand même bien des erreurs qui sont un signe de manque d'anticipation. Et s'il faut rappeler que gouverner c'est prévoir, là pour le coup, soit évidemment ce manque d'anticipation est volontaire, soit si on ne peut pas le croire, eh bien c'est le signe d'une incompétence manifeste. Et puis on continuera avec évidemment Jean Lassalle, résistant. Alors normalement je vous ai préparé un sommaire, sauf que il faut que j'accède au document. Donc le temps de localiser ce document, on va se retrouver tout bientôt pour continuer ensemble, puisque c'est le thème de notre émission, à résister à toutes ces mensonges d'une part, à tous ces endoctrinements et puis à tous ces habillages de la réalité, évidemment, qui n'ont plus rien à voir avec la vérité. Alors donc je suis en train de chercher mon document, mais il ne devrait pas tarder à apparaître. Ça y est, je crois que ça va être bon. Donc ça va nous permettre comme ça d'avoir quelque chose à l'écran. Donc on est à cette 5e émission. Je ne sais pas si ça apparaît net chez vous. En tout cas, la première partie, donc je vous la rappelle, petit traité de la connerie avec Marilyn Vido. Vous avez sous les yeux le programme de ce soir, et puis les autoroutes nous pompent, donc c'est un des thèmes. Ensuite, deuxième partie, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Et ce soir, ça va être le scandale numéro 2, aux surprises. On n'a pas de tests, assez de tests non plus. Ça fait suite au manque de masques, à la pénurie de masques. Et puis en troisième partie, on retrouvera avec bonheur, je l'espère pour chacun, Jean Lassalle, Aurore ou Crépuscule résistant, avec un nouveau thème qu'on entame ce soir qui s'appelle le jaune couleur de leader, et on abordera 3 missives qui ont chacune un titre. La première, la vie en jaune, la deuxième, la vie des ronds-points,
et la troisième, rassembler les Français. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme ce soir. Vous avez vu qu'on a eu ce petit plaisir après avoir fait une petite découpe de l'émission sur Sud Radio consacrée à Christian Perron des quelques minutes où il parle de vaccins et de Bill Gates. Ça a eu un succès assez inattendu avec 15 000 vues sur cette courte vidéo. Et puis aujourd'hui on a évidemment prélevé de l'émission d'hier que vous avez faite avec nous, intitulée Résistons version numéro 4. Eh bien on a prélevé la partie consacrée à Christian Perron pour en faire une vidéo à part entière sur le thème de ces fameux masques qui ont été l'objet d'une véritable saga. D'abord il fallait pas en porter, ça servait à rien. Ensuite il n'y en avait pas tout simplement, et ensuite maintenant il faut en porter alors que ça ne sert plus à rien non plus, comme si ce gouvernement avait une spécialité, c'est d'être constamment à contretemps, ou simplement avec d'autres projets en tête évidemment que celui d'assurer la protection de la population et d'être au service du bien commun. C'est peu de dire qu'ils ont oublié leur mission. Alors, je vous rappelle également que vous trouverez ce soir à disposition l'info en question. C'est le fruit d'une collaboration entre plusieurs lanceurs d'alerte. Voilà. Et donc, ça sera certainement une émission intéressante. Elle sera disponible à partir de 20h. Donc, vous pouvez de toute façon la voir en différé. Ce n'est pas un live à ma connaissance. Donc, on va poursuivre avec le diesel du ciel tiré de Petit traité de la connerie de Marilyn Vido. Et voilà ce qu'elle nous en dit. Le diesel du ciel, avant que les frontières ne soient imperméablement fermées, avec les voyages low cost, aller au Portugal en avion coûtait moins cher que de payer l'essence pour aller tous les jours travailler. On aurait presque plus eu les moyens d'aller au Portugal tous les mois aller-retour que de faire le plein de la voiture. Donc voilà pour ce premier clin d'œil dans ce petit traité de la connerie. Voilà, j'avais oublié de vous mettre la caméra sur le texte, mais je pense que compte tenu du texte assez court, vous avez pu le suivre aisément. Alors n'hésitez pas évidemment à faire vos commentaires, à dire comment tout ça vous parle ou à amener vos propres informations. Vous savez que c'est un travail d'équipe maintenant, ce travail de décryptage de l'information. On ne peut tellement plus compter sur aucun organe officiel qu'évidemment on en est réduit, comme on a maintenant bien pris l'habitude de le faire, à aller chercher sur ceux qui ont sans doute moins de visibilité, mais infiniment plus de crédibilité. Donc c'est peu de le dire, et à partir de là, eh bien, ça va nous permettre d'éviter d'accepter d'être enfumé à longueur de vie et d'années. Alors, deuxième, dans le petit traité de la connerie, deuxième thème du jour, on va en faire 3 par jour, certains sont très courts, d'autres un peu plus conséquents. Deuxième thème, donc les autoroutes nous pompent. Pourquoi est-il institué comme une règle indéboulonnable que l'on ne discute même jamais que l'on doit payer plus cher l'essence quand on roule sur une autoroute? Parce qu'on est pris en otage par les stations essence qui ont un monopole sur ces itinéraires déjà tant taxés par les détenteurs de ces réseaux? Même les produits proposés dans les espaces où l'on fait une halte et où l'on se ravitaille coûtent au moins 2 fois plus cher que dans un commerce normal. Cela va-t-il changer suite au coronavirus et à l'apparence de société solidaire que notre société a pu prendre parfois au cours de la crise? Est-ce le libéralisme économique qui le prescrit? Je croyais que les sacramentelles lois de l'offre et de la demande prescrivaient, selon une générosité spontanée et naturelle, que plus la demande est grande, plus les prix doivent baisser. Si l'on applique les théories libérales du prix, ceux-ci devraient être inférieurs à ceux de tous les autres endroits, vu la masse de clientèle brassée dans ces stations et les nécessités de faire le plein. Les stations essence ne nous pompent-elles pas un peu trop ? En France, c'est bien connu, les automobilistes sont des vaches à lait. Bien,
Alors maintenant, troisième thème toujours dans ce petit traité de la connerie de Marilyn Vidot, les opérateurs nous grugent. Pourquoi alors qu'un opérateur tel que Free est capable de proposer des abonnements téléphoniques à environ 2 €, les prix sont-ils infiniment plus élevés chez d'autres opérateurs plus dominants tels que Orange? Pourquoi et comment Free peut-il proposer un abonnement à 19,99 € pour la box alors qu'Orange est à plus de 40 €? Pourquoi de petits fournisseurs d'électricité tels que Mint Energy basés à Montpellier arrive-t-il à être presque 2 fois moins cher que le tarif réglementé d'EDF auquel certaines personnes aiment encore recourir en croyant gentiment qu'elles trouveront un jour une récompense à être fidèles à l'institution publique qu'était EDF? Pourquoi, alors que le recours aux nouveaux outils technologiques d'Internet et de la télévision numérique est devenu la loi de la majorité et d'usage de masse, les prix n'ont-ils pas baissé et au contraire ont augmenté et ne cessent d'augmenter? Où se cache la si généreuse loi de l'offre et de la demande dans ces pratiques? Alors le petit astérisque en bas précise que les tarifs annoncés sont approximatifs. Alors elle est accrochée à pas de texte en particulier, à l'ensemble du paragraphe, semble-t-il. Donc voilà cette petite réflexion sur ces prix qui devraient baisser et qui en fait ne font qu'augmenter. 15,99 €, abonnement Free avec la box, nous dit Aline. Merci pour le correctif. J'avoue que je devrais le savoir puisque je suis chez Free. Je suis plus très sûr de savoir combien je paye par mois, mais je pense que Aline doit avoir le bon prix. Merci du correctif. Alors, on en arrive à ce livre qui, selon Silvano Trotta, notre ami des lanceurs d'alerte, dont la chaîne chaque jour nous délivre des informations absolument pertinentes et intéressantes, nous disait aujourd'hui, sauf erreur, que ce livre, vous l'avez sous les yeux, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, arrive en tête de vente des ventes Amazon. Alors j'avoue que j'aurais préféré que ça soit en tête de vente des libraires, mais c'est sans doute plus difficile à avoir ce type d'infos. Alors on ne va quand même pas bouder notre plaisir. Voilà un livre qui semble en tout cas trouver son lectorat et qui sait, va-t-il pouvoir passer de main en main et ainsi agrandir le cercle de ceux et celles qui veulent bien ouvrir les yeux sur la réalité de cette escroquerie du Covid-19, car il n'y a pas d'autre mot. Il ne s'agit pas de nier l'existence d'un virus, mais quant à sa dangerosité et à la manière de le traiter, c'est là que se situe l'escroquerie, quand on voit encore toutes ces malheureuses personnes prisonnières de leur peur, croyant bien faire et protéger autrui en portant des masques, même parfois isolés seuls dans leur voiture. Évidemment, ça fait un peu mal au cœur de voir le mal qu'on peut faire aux autres de manière délibérée. Certains sont littéralement sans scrupules. Et quand on se rend compte que notre constitution nous conduit à être d'une certaine manière leurs victimes et à devoir attendre une hypothétique prochaine élection présidentielle pour tenter de changer la donne, évidemment, il y a certains jours de quoi désespérer. Donc, merci aux Gilets jaunes constituants qui nous aident à dénoncer cet état profond dont chacun doit bien prendre conscience, c'est-à-dire ces personnages peu présents médiatiquement parce qu'ils délèguent à d'autres beaucoup plus visibles le soin d'accomplir leur sale besogne, c'est-à-dire l'accaparement des richesses au profit d'un petit nombre. Ils sont absolument sans scrupules et prêts à masquer toute leur turpitude pour parvenir à leur fin. Donc, scandale 2. Aux surprises, après cette pénurie du masque, on n'a pas assez de tests non plus. 3 points de suspension. Que va-t-il dire? Comme souvent, pas grand-chose. 24 mars, journal télévisé de 20h sur TF1. Face à face tendu entre Gilles Boulot et le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, numéro 1 d'Emmanuel Macron donc, pour gérer cette crise. Question coup de poing du présentateur. Professeur Delfraissy,
Une question que se posent des milliers de Français. Si vous aviez vous-même tous les moyens du monde, tout l'or du monde, est-ce que vous prendriez la décision de tester un maximum de Français ou pas? Ce spécialiste de l'immunologie a une réaction surprenante. La réponse est probablement oui, dit-il. Quelques secondes passent. Il ajoute « Cela permettrait d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. » 3 points de suspension. Ça permettrait de savoir exactement ce qui se passe. Nous voilà rassurés car ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il serait probablement mieux de dépister l'ensemble des Français. L'interview se poursuit, je n'entends pas la suite tellement je tape du front sur la table. Depuis janvier, l'Organisation mondiale de la santé demande à tous les pays de tester en masse. Le 16 mars, le directeur général de l'OMS craque carrément sur son compte Twitter. « Nous avons un message simple à tous les pays. Testez, testez, testez !» L'Allemagne a écouté, la Corée, Israël, le Portugal. La planète en entier fait des dépistages, mais pas la France, ou plus exactement pas celui qui nous traite de Gaulois réfractaires, notre cher président. Le roi de l'arrogance, n'est-ce pas? Résultat, mi-mars, alors qu'on peut dire, sans prendre trop de risques, que le coronavirus a très largement élu domicile dans nos foyers, on réalise 4000 tests par jour, tranquillement. Pour information, la Corée et l'Allemagne en font, eux, 20 000. Et ils comptent leurs morts sur leurs doigts. Nous, on en est déjà à 3500 victimes. Pourquoi la France ne suit-elle pas les recommandations de l'OMS, les supplications des chefs de service de tous les hôpitaux depuis 2 mois? Parce que l'État choisit une autre stratégie. Ils sont forts, hein? Frapper au coin du bon sens, ou frapper tout court. Celle que nous affiche notre ministre de la Santé. J'ai demandé à ce qu'on teste tous les malades en réanimation qui ont des troubles respiratoires ou une fièvre inexpliquée. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on a diagnostiqué un certain nombre de cas graves, déclare-t-il le 9 mars sur BFM TV. Cette décision se comprend au tout début. Quand on ne connaît pas un virus, on ne peut évidemment pas le diagnostiquer. Donc, on le teste sur les patients les plus atteints. Mais par la suite, quand il est reconnu, décider de continuer à ne tester que les malades les plus graves, pas les autres, pas ceux qui seront demain, puisqu'on ne les teste justement pas, peut-être en réanimation. Tant de capacité d'adaptation me laisse pantois. J'arpente mon service, devenu entièrement service Covid-19, comme va bientôt le devenir l'ensemble du bâtiment, et rassure mes équipes aussi blanches que leur blouse. Je leur dis qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Et même si à ce moment-là je n'emmène pas large, je leur affirme que le gouvernement va forcément finir par tester plus largement. Et les faits me donnent raison, les tests ne sont plus dévolus qu'aux mourants. Le prince Albert II de Monaco, la secrétaire d'État Brune Poirson, le ministre de la Culture Franck Riester, le président des Républicains Christian Jacob, Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône, le député Guy Tessier, Martine Vassal, la présidente LR du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille, Jean-Luc Retzer, député du Haut-Rhin, et Christian Estrosi, maire de Nice, sont testés. Positifs les pauvres, mais testés, eux. Idem pour la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Et Michel Barnier, ex-ministre aujourd'hui en charge pour l'Union européenne des négociations liées au Brexit. Je me réjouis de lire son tweet du 19 mars. Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif. Je vais bien, le moral est bon, je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe. Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés, nous nous en sortirons ensemble. En mangeant un morceau sur le pouce, comme tous mes collaborateurs, depuis que les services sont en surchauffe, je me dis que la crise du coronavirus n'aura pas été que sanitaire, mais sociétale aussi. Elle révèle ouvertement les différences de traitement entre puissants et misérables. Communiquer sur les tests dont eux ont pu bénéficier peut choquer et être perçu comme un privilège de classe. C'est vrai que c'est toujours plus grave pour la 3e classe du Titanic que pour ceux qui ont accès aux canottes, dit Raphaël Enthoven, très justement dans l'émission spéciale Coronavirus de Zemmour et Nolo du 25 mars sur Paris Première. Eh bien, bonsoir, paysans jaunes Nouvelle-Calédonie. Merci de nous rejoindre et de nous rappeler, comme on vient de le lire, que l'OMS est corrompue.
Je continue en laissant à nouveau la parole donc à Christian Péronne à travers son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Dans le deuxième scandale qu'il relate, aux surprises, on n'a pas assez de tests non plus. Et voici ce qu'il nous dit: « Mais j'en veux plus encore à ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui, pour s'être fait dépister et souvent hospitalisés aussi, sans aucun symptôme grave à titre préventif, en clair. Pendant qu'ils claironnent à la populace que pour eux se laver les mains et prendre du Doliprane suffira. Oui, je leur en veux pour cela. Mais ce n'est rien à côté de ceci. Tester tous les patients présentant les symptômes conduirait à saturer la filière de dépistage. C'est ce qu'on peut lire mi-février sur le site du gouvernement. Un seul mot me vient alors à l'esprit: menteur. Car nous, personnel soignant, savons parfaitement ce qu'il en est. Des tests, la France n'en a pas. Même scénario qu'avec les masques. Comme c'est la goutte qui fait déborder le vase, cette fois, je décide de faire pression sur le pouvoir pour qu'au moins il s'explique. Quelques rares médecins me suivent. On court les plateaux télé, on écrit dans les colonnes des journaux qui nous le proposent, on répond au micro des radios, même si on est lessivé comme jamais. Même si on n'a pas toujours eu le temps de se reposer ou de boire un seul café de la journée. Est-ce cette pression qui a raison du mensonge d'État ? Je n'en sais rien et je m'en moque du moment que le but est atteint, les faire avouer qu'ils ont géré les stocks de tests comme ils l'ont fait pour les masques, piteusement. Le directeur du conseil scientifique finit par le confesser. Évidemment, pas en ces termes, en esquivant aussi, comme d'habitude. Interviewé par La Croix, le professeur Jean-François Delfraissy dit enfin « Des produits nécessaires pour faire des tests n'arrivent plus en nombre suffisant de Chine ou des États-Unis. » Il réitère ses propos dans le journal télévisé de TF1 du 24 mars. Pourquoi y a-t-il une limitation dans les tests ? Je dirais parce qu'il y a une limitation dans les réactifs, concède-t-il la voix mal assurée. Le regard est également baissé quand il déclare ça. Ça me rend triste de voir les conseillers totalement dépassés et démunis devant l'ampleur du manque de tout et incapables de gérer la crise. Pourquoi aucun ne tape du poing sur la table ? Pourquoi aucun ne dit qu'il faut s'asseoir sur les normes et les processus d'évaluation habituels, qu'il faut passer à la vitesse supérieure ? Orgueil ? Excès de confiance en soi ? Ou bien serait-il aveuglé par les sirènes du pouvoir ? Alors bonsoir Mokfi, merci de nous rejoindre. Voilà, ça fait plaisir d'avoir cette petite équipe pour continuer notre lecture. Donc toujours Christian Péronne qui parle à travers son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Alors peu importe, l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament rejoint l'armée des indignés. Oui, la Chine et l'Amérique produisent 90% des produits nécessaires pour faire des tests, mais dit l'Observatoire, des leaders du marché du diagnostic existent en France. Leurs unités de production doivent être réquisitionnées pour permettre de produire les tests dont nous avons besoin. Visiblement, Emmanuel Macron n'a pas pensé à ça. Mais maintenant qu'il le sait, nul doute qu'il va réveiller les usines françaises au clairon. Pas du tout. Rien ne se passe pendant des jours. Et le funèbre bilan quotidien ne cesse de s'alourdir. Début avril, la France passe la barre des 10 000 morts. Du coup, c'est au tour de l'Académie nationale de médecine de se faire entendre. Et elle enjoint au gouvernement d'élargir la liste des laboratoires agréés pour le diagnostic du coronavirus, vers des établissements ayant la capacité de réaliser les tests dans les mêmes conditions de biosécurité, laboratoires de génétique, de recherche, etc. Les procédures de bonnes pratiques devraient être mises en place et contrôlées sur l'ensemble du territoire de façon coordonnée, dit-elle sur son site le 25 mars. En plus des 120 laboratoires de biologie médicale, on ajouterait donc les laboratoires de villes départementaux, de recherche, de gendarmerie, de police et vétérinaires. Seuls ces derniers s'expriment sur le sujet à ce moment-là, mais ce qu'ils disent peut complètement changer la donne. C'est bien plus qu'une lueur d'espoir. Ça me revigore et redonne le moral aux soignants de mon hôpital. On n'est plus seul au combat. Ils affirment pouvoir réaliser jusqu'à 300 000 tests par semaine, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour cela, machines et réactifs. Les officines dentaires ne sont pas équipées pour faire les tests, elles n'ont pas les appareils adéquats, mais les chirurgiens dentistes sont capables de faire des prélèvements. Il y a 42 000 chirurgiens dentistes à la louche en France. En mettant aussi à l'ouvrage tous les hommes compétents, ça pourrait aller infiniment plus vite.
Je regarde le journal télévisé le soir même. Je suis sûr qu'Olivier Véran va prendre l'antenne pour annoncer l'œil humide que l'unité nationale est en marche. Qu'il est bouleversé par tous ces hommes, ces femmes qui mettent leurs entreprises et compétences au service de la vie humaine. J'écoute les titres, souriant. Aucune allocation du ministre de la Santé n'est annoncée. Je n'en suis pas plus étonné que ça. Je parie qu'il veut nous faire la surprise. Je suis debout, le visage en l'air, je fixe l'écran, je visionne les sujets du journal, finis par m'asseoir au bout de 25 minutes d'attente. Mon sourire commence à sérieusement s'estomper. Il disparaît complètement quand la jolie Anne-Sophie Lapix s'annonce. Et tout de suite, la météo. Je mets, je ne vais pas le cacher, un petit moment avant de sortir de ma torpeur, avant d'appeler des chercheurs dans leur laboratoire et de leur demander ce qui se passe. Pourquoi le ministre de la Santé n'annonce rien ? Ils sont comme moi, stupéfaits. On se dit et on se répète à foison, comme pour s'en convaincre, que le gouvernement doit prendre le temps de faire les choses correctement cette fois, qu'ils tiendront salon quand tout sera calé, dans les jours qui viennent, vu l'urgence quand même. Mais non, à l'inverse de l'Allemagne qui a conseillé dès le début de l'épidémie à tous les labos de produire leurs propres tests selon des recommandations qui leur ont été fournies, en France, consigne est donnée, tout doit être parfaitement validé et certifié avant d'être utilisé. On va se prendre plusieurs mois dans les dents, avec eux, on commence à être habitué. Ainsi, si incroyable que cela puisse paraître, le gouvernement refuse. Oui, il refuse l'aide à l'effort de guerre. Seuls les laboratoires de biologie médicale sont autorisés à effectuer les tests, pas les autres, et ça restera comme ça. Un point c'est tout. Justification, l'administration, la réglementation. Ceux qui doutent encore qu'on ait un gouvernement autoritaire et corrompu, je ne sais pas ce qu'il leur faut pour ouvrir les yeux. Les laboratoires vétérinaires sont soldats volontaires depuis le 13 mars. Et notre président de la République dit « Non, merci, ça va aller les gars, rangez vos éprouvettes ». N'est-ce pas le même homme qui a appelé à la mobilisation générale le 12 mars ? Le même qui a répété 6 fois « Nous sommes en guerre » dans son allocution du 16 mars, posture gaulienne qui était censée nous rappeler le jour de l'appel du 18 juin 40. N'est-ce pas son gouvernement qui fait passer 3 décrets au bas mot par jour depuis le début de la crise du Covid-19 ? Mais là, il ne peut pas en pondre un. Vital, c'est ce qu'il dit. Ou plutôt, ce qu'il ne dit pas. Le ministre de la Santé est injoignable, comme par hasard, et ses services, qui ont plus de mal à échapper aux coups de fil emportés des directeurs de laboratoires départementaux, refusent de répondre à la moindre question sur le sujet. Édouard Philippe décide de voler au secours de ses troupes, et se justifie ainsi. C'est à l'étude, nous avons des normes réglementaires à respecter. Effarante réponse que cette formule sibylline. On étudie, puis on attend encore et encore, alors que des Français tombent par centaines chaque jour. Serait-ce ces normes que les Allemands, les Espagnols, les Belges ont fait sauter dès le début de l'infection de coronavirus ? Serait-ce ces normes que notre État refuse de dynamiter alors que le reste de l'Europe mobilise toutes ses forces ? Peut-il y avoir pire ? Eh bien oui, c'est possible, car on ne nous propose aucune alternative. Pas un mot sur les tests réalisables au chevet des patients. On les appelle les POCT, les Point of Care Tests. Ils peuvent être réalisés en unité de soins, en cabinet médical ou en pharmacie, et même à domicile. Et on aurait les résultats en quelques minutes. Même si ces tests encore peu validés ne sont probablement pas parfaits, aux États-Unis, un POCT a été mis au point et il est approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration. Il affirme pouvoir donner des résultats en 45 minutes. On apprendra plus tard que des tests donneront des conclusions en moins d'un quart d'heure. Pas un mot sur cela. Et toujours le dogmatisme qui étouffe le pragmatisme. Au secours ! Heureusement, l'équipe de recherche de la Gendarmerie nationale, que je connais bien, fait un énorme geste de solidarité. Ils installent au sein de l'hôpital de Garches un grand camion laboratoire capable de débiter 1000 tests diagnostiques PCR par jour. Ce camion est habituellement dédié aux investigations criminelles. En accord avec l'AP-HP, il teste prioritairement les échantillons de sang provenant des résidents des EHPAD. Je remercie chaleureusement les gendarmes.
notre gouvernement ne nous propose pas non plus la piste sérologique. C'est-à-dire, pour faire simple, le prélèvement sanguin pour rechercher si on a été infecté et si on a produit des anticorps contre le virus. C'est là aussi recommandé par une autorité respectable puisqu'il s'agit de l'Académie de médecine. Ce test permettrait de détecter si une personne a développé l'infection au coronavirus, qu'elle ait eu des symptômes ou non. En clair, ça permettrait de savoir qui est immunisé et qui ne l'est pas. Et ce test donnerait ses résultats là aussi en 15 minutes. Nos dirigeants disent qu'il est à l'étude, sans indiquer combien de temps l'étude prendra, comme d'habitude. Je précise pour ma part que cette technique est utilisée pour de nombreuses autres maladies depuis la nuit des temps, qu'elle peut être réalisée dans n'importe quel laboratoire d'analyse et qu'elle est automatisable. Mais tout est visiblement très compliqué à mettre en place pour ce gouvernement. On étudie, puis on attend. Tout doit être prouvé et certifié. Nous voilà rassurés, ce sont des décideurs réactifs. Enfin, quand on pense que ce gouvernement est aussi le chef des armées, ça donne vraiment à réfléchir. Vous avez vu ce que ça donne en cas de guerre, les amis ? Eh bien, on est mal barré avec un gouvernement pareil. Enfin, il y a un autre test éligible, celui sur bandelette. Une goutte de sang prise au bout du doigt est posée sur la dite bandelette. 15 minutes après, on sait si le coronavirus est passé par là. C'est une société bretonne, NG Biotech, qui a mis ce dépistage au point. Il a obtenu le marquage CE, norme européenne, et a été validé cliniquement. Le patron de l'entreprise a l'oreille de tous les médias dès le jour de l'annonce de l'existence de ce test, y compris hors de nos frontières. Et il reçoit 250 000 € de la région Bretagne pour booster sa production. Le ministère des Armées passe une grosse commande de tests, nous dit-on. Impossible cependant d'avoir des chiffres. De son côté, Olivier Véran est beaucoup plus précis. Lors de sa conférence de presse du 4 avril, le ministre de la Santé annonce que la France a déjà passé commande pour 5 millions de tests rapides. De quoi se dire que ça y est, le gouvernement a été frappé par une lueur de réactivité et de bon sens. Jusqu'à ce qu'on entende que les tests arriveront prochainement. Et comme d'habitude, on attend. Pendant que l'un de mes collègues s'étrangle, je me dis qu'ils nous la font comme pour les masques, ça arrivera prochainement. Et comme pour les gels hydroalcooliques, les respirateurs, et qu'à prochainement dans le dictionnaire Larousse, il est écrit dans un avenir tout proche, bientôt. Mais qu'au gouvernement, ils doivent avoir une autre version, et sans doute rédigée par leurs équipes. Le ministre de la Santé ne sera jamais transparent sur cette question, mais il décide finalement d'accorder à certains de ces laboratoires hors biologie médicale le droit de réaliser des tests. Laboratoires hospitaliers, de ville, départementaux, vétérinaires, de recherche, de gendarmerie, de police. J'entends et salue ceux qui se portent volontaires pour participer à l'effort national de tests dièse Covid-19. Autorisation ce week-end, mobilisation des ressources dès lundi, écrit-il sur Twitter. Oublions qu'il a mis 22 jours à prendre cette décision pour le remercier tout de même de l'avoir fait. Mieux vaut tard que jamais. Mais début mai, sur le terrain, certains des laboratoires en question disent n'avoir toujours pas le feu vert pour réaliser leurs tests. J'ai qu'un mot qui me vient, c'est pitoyable quand on lit tout ça, et je n'oublie pas que 25 000 personnes environ, ou peut-être même un peu plus, y ont laissé leur vie du fait de ce gouvernement incapable, corrompu ou pire encore. De demain, on évoquera le scandale bien sûr numéro 3, à savoir le conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie, l'attentisme. La spécialité, semble-t-il, de ce gouvernement quand une situation est urgente. Et donc, vous retrouverez ce scandale numéro 2 après découpe de cette vidéo de ce soir dans une vidéo à part, de façon à ce qu'on relaie ces informations essentielles du Covid-19 et que, pour autant que ça soit possible, nous faisions en tout cas, nous, notre possible pour que justice soit faite. Eh bien, on va arriver à notre troisième ouvrage. Merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous. Ça fait chaud au cœur et ce besoin bien légitime d'information, eh bien, nous souhaitons évidemment que nous soyons de plus en plus nombreux
à le ressentir comme nécessaire, indispensable. Et Paysans Jaunes Nouvelle-Calédonie dit: ils nous font croire qu'ils sont incompétents, mais je pense que tout cela est calculé. J'en ai bien peur aussi, donc je partage en tout cas cette conviction. L'une et l'autre option sont scandaleuses. Voilà. De toute façon, nous dit Aline, et là aussi, évidemment, bien d'accord avec vous. Cette situation est absolument pitoyable, et ce qui est encore plus pitoyable, c'est que malgré tout cela, malgré un grand nombre de morts qui peuvent toucher de très près certains d'entre nous du fait de la perte d'un des leurs, eh bien, on n'a pas le sentiment d'un réveil brutal de la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je n'ai pas ce sentiment, et ça, c'est un peu parfois désespérant. Alors, merci à Kiral Walk, j'espère que je prononce bien, qui nous a rejoint. On est un petit groupe de 7. Bon, c'est vrai que notre émission a lieu un peu plus tôt ce soir, mais en tout cas, nous sommes bien décidés à avancer avec ces informations. Et évidemment, après, on ne peut pas obliger les gens à s'informer s'ils ne le veulent pas. Donc ça, c'est le livre de Jean Lassalle qui nous a été inspiré évidemment par son titre, mais j'avoue qu'on n'est pas déçu à la lecture. On est très heureux d'une certaine manière de le redécouvrir. C'est vrai que la lecture, ça donne du recul, ça permet une réflexion moins manipulée, je trouve, que la mise en scène d'une émission de télévision. Et donc, chacun comme ça peut se faire son opinion et puis apprendre, je l'espère, encore et encore. Le monde est fou depuis longtemps maintenant, ça se voit. Je suis déçu par le manque de réaction. Toi aussi, Aline, on est au moins 2. Moi, je suis vraiment très, très déçu. Je me refuse évidemment parce que c'est pas le moment à perdre espoir. C'est d'ailleurs tout ce qu'il nous reste, l'espoir. Mais il faut avouer que certains jours, il faut être bien accroché, quoi. Et quand on voit le taux de suicide engendré par ces situations anxiogènes, on comprend bien que certains, malheureusement, n'y résisteront pas à ce climat de peur et de psychose absolument hallucinant quand on regarde la réalité telle qu'elle est, non pas telle qu'elle a été construite volontairement de toutes pièces par nos gouvernants pour servir, entre autres choses, les intérêts de Big Pharma. Alors, ce mouvement qui est si cher en tout cas à mon cœur, je l'espère aussi au vôtre, le mouvement des Gilets jaunes, eh bien vous allez voir que Jean Lassalle en parle, je trouve, remarquablement de manière intéressante, positive et constructive. Donc on va aborder 3 missives pour aujourd'hui dans ce thème, le jaune, couleur de leader. Donc première missive écrite à Lourdios Ischer, la vie en jaune. Chers compatriotes, vous vous souvenez que j'ai parcouru les routes de France loin de ma circonscription. J'ai même eu le prix du trombinoscope de l'élu local cette année-là. Était-ce vraiment si local, la marche Les Cahiers de l'Espoir, le rapport mis aux instances politiques nationales ? Aujourd'hui, ce n'est plus le blé que l'on bat pour essayer de répondre à nos besoins les plus fondamentaux, mais le pavé parisien. En Occident, le jaune est une couleur mal aimée depuis que l'habitude a été prise de représenter tous les Judas de la terre affublés d'un vêtement jaune. Pour d'autres, le jaune est une couleur impériale. En psychologie des couleurs, il se dit que le jaune illumine la vision et apporte à celui qui le contemple l'énergie nécessaire à l'éveil de sa conscience. Il représenterait le besoin de lumière et de clarté, le désir d'avoir une individualité propre, le besoin de réfléchir, de comprendre et d'analyser. A priori, venu de nulle part, apparu dans une tonitruante soudaineté apparente, le mouvement des Gilets jaunes tétanise la classe politique française et nos élites. Elles ont peur de la peur. Depuis plus de 20 ans, j'ai décrit à maintes reprises ces racines profondes, mais chaque fois, je me suis retrouvé au milieu d'un désert de réflexion et d'échange. Dans cette France périphérique, décrite par le géographe Christophe Guilly, et même l'autre partie de notre pays, je n'ai entendu que des hommes et des femmes marqués par un sentiment d'abandon. Jour après jour, ils se sont faits à l'idée qu'ils n'existaient pas. Invisibles mais coûteux, sans la moindre prise quant au futur de leur pays. Par-delà les problèmes du quotidien, des fins de mois qui commencent de plus en plus le premier jour, un profond mal-être vous saute à la figure. Aucune sécurité financière, emploi précaire ou inexistant, parents, enfants, grands-parents sont confondus dans une même préoccupation douloureuse. Ils s'inquiètent de l'avenir des jeunes générations.
Ils m'ont aussi dit et répété qu'être français n'avait plus de sens, que toute notion d'avenir partagé est devenue vaine. Si au lieu d'asséner des réponses toutes faites, on se met en situation d'écoute compréhensive, des jaillissements émergent de récits désespérés ou révoltés. Combien de fois ai-je entendu la joie des « on est champion du monde de foot, on a 2 étoiles maintenant ». Quel plaisir de voir jouer ensemble cette France black blanc beurre, emportée par une même ferveur qui soudain nous a tous gagnés. Mais aussi des « vous voyez, monsieur le député, nous sommes capables de nous rassembler. C'est par millions que nous sommes descendus dans la rue après les attentats du Bataclan. » D'autres « ce pays est le nôtre, il est autant à nous qu'aux élites. Nous allons les empêcher d'achever de nous détruire avec leurs taxes de réchauffement climatique, leurs privilèges exorbitants et leurs mensonges permanents. » Au milieu d'un raz-de-marée de désespoir, des voix s'élèvent avec la volonté de retrouver leur France et de reprendre la marche de l'histoire. Nos compatriotes ne demandent qu'à s'engager pour que notre pays redevienne une idée, un projet, des actions, un avenir. Mon cher compatriote, vous m'avez si souvent parlé de l'émotion que vous ressentiez chaque fois que vous vous rendiez tous les ans à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Savez-vous quelle est la couleur du maillot le plus applaudi dans l'ascension la plus mythique du col des cols du Tour de France? N'a-t-il pas la couleur du soleil et la blancheur immaculée des cimes ponctuées de larmes rouges de souffrance? Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors Aline nous dit en commentaire, tout le monde doit être inquiet, pas seulement les jeunes générations. Absolument. Mais il faut que cette inquiétude, évidemment, se transforme en action. On ne peut pas rester à se plaindre du matin jusqu'au soir. Donc là, il y a une question de responsabilisation des uns et des autres. Et il me semble, en tout cas, c'est ce que nous tâchons de mettre en musique, si je puis dire, que la première des actions, c'est de dénoncer, d'ouvrir la parole et de refuser actuellement, comme action concrète, de porter des masques absolument inutiles, ce qui va engager forcément des discussions avec ceux qui se croient obligés d'en porter. Moi, je vous rappelle que j'ai essuyé un refus de soins parce que tout simplement, je ne voulais pas me soumettre au port du masque et que par ailleurs, nous avons eu des discussions plutôt vives lorsque on nous a prescrit des règles qui n'ont absolument rien à voir avec la santé, telles que l'interdiction en couple de s'asseoir l'un à côté de l'autre sur une banquette. Enfin, où est-ce qu'on va dans ce pays, quoi? Alors, prochaine missive de Jean Lassalle, la vie des ronds-points. Lourdios Icher, toujours le lieu d'écriture de cette missive. Chers compatriotes, lorsque mes enfants m'ont soumis les premières déclarations des Gilets jaunes, j'ai immédiatement pressenti l'événement considérable qui se produisait. Nous étions en présence d'un élan d'inspiration révolutionnaire. Ce coup-ci, cette affaire irait très loin. À tous ceux qui ont bien voulu m'entendre, j'ajoutais qu'il s'agissait d'un nouveau trait de génie, celui d'un peuple à nul autre pareil. Les Français adorent la politique autant qu'ils haïssent la classe politique. Les Gilets jaunes font brutalement irruption dans un élan d'engagement auquel plus personne ne croyait. Ils veulent reprendre en main la destinée du pays. C'est en cela qu'ils constituent un gigantesque défi. Ils sont l'histoire de France, venant attraper par le col les soi-disant élites au pouvoir. Le peuple attend de ses dirigeants autre chose qu'une régression perpétuelle. Il en attend un courage, une détermination face au pouvoir financier spéculatif. Je me suis rendu à la toute première manifestation un samedi à Oloron-Sainte-Marie. Sur le premier rond-point, on m'invita à me rendre sur les autres lieux de rassemblement. Un jeune homme m'invita sur sa mobilette et m'entraîna dans une tournée au caractère à la fois solennel et festif. À partir de ce rond-point, on souhaita me transporter vers un troisième, en m'embarquant sur une immense remorque attelée à un tracteur et dans laquelle une bonne trentaine de personnes avaient déjà pris place. Elle avança sous les vivates. Dès le premier jour, j'invitais des collègues députés bien embarrassés à se rendre immédiatement sur les ronds-points de leur circonscription. Je savais déjà que s'ils s'investissaient eux aussi massivement en ces lieux, le mouvement prendrait l'accent de retrouvailles. Je suis repassé à toute heure du jour et de la nuit sur les ronds-points d'Oloron, comme dans bien d'autres, à l'entrée des autoroutes ou à travers toute la France. C'était partout pareil. L'hiver s'installant, il fallait construire des abris de fortune.
Je les ai vus se construire avec savoir-faire, passion et enthousiasme. Un peu plus tard, certains se sentaient plus à l'aise dans un espace public, ni couvert, ni fermé. À mesure que le mouvement était discrédité, la question de la légitimité de ces constructions éphémères a commencé à se poser. Bientôt, les premières constructions furent abattues. J'y ai rencontré des hommes et des femmes venus de toute la région et appartenant à toutes les catégories sociales. Bien que spontanée et sans le moindre repère, l'organisation faisait son chemin dans une ambiance bon enfant. Les gilets jaunes se retrouvaient autour des ronds-points à la périphérie de la ville. D'emblée, ce mouvement m'a marqué. C'était la réappropriation de l'espace public par le peuple. Il s'agit là de l'espace commun, de la commune, rétabli dans sa signification première, les lieux de tous, la possession de personne, endroit de passage où a priori il ne viendrait à l'idée de personne d'engager une réflexion. C'est là où convergent toutes les routes dans des zones de circulation et d'échange. Ce mouvement incessant se voit soudain changé par une présence humaine bienveillante et non contraignante, au sein de laquelle les conditions de l'échange s'établissent immédiatement. Le caractère aussi incongru qu'imprévisible de ce regroupement de personnes d'horizons différents et aux préoccupations diverses peut alors faire émerger les conditions d'une intelligence collective susceptible de recréer le vivre ensemble et d'évoquer des problèmes que l'on dit sans solution et qu'on n'ose plus évoquer avec personne. Il existe un lien profond entre la commune et les organes centraux de la République. Tous deux forment les extrémités d'une longue chaîne. D'ailleurs, les deux mots font émerger un sens proche. La commune, c'est notre espace de vie dans ce qu'il possède de solidaire, le plus petit ensemble de la vie communautaire. Non pas fermé sur lui-même, mais en lien avec les autres, car terre d'accueil et d'échange. Son échelle locale renvoie à l'universel. Quant à la République, elle n'est autre chose que la chose publique dans son entité la plus large. L'État et la République incarnent donc également l'universel. Par leur présence dans nos vies, elles sont le local, notamment à travers les services publics. Dans l'esprit des Français, les deux notions sont étroitement associées et pour beaucoup, les mots de Commune de Paris, comme moment révolutionnaire de fusion des échelles locales et nationales, demeurent un symbole hautement parlant. Les Gilets jaunes ont bien compris le caractère crucial de l'occupation de l'espace comme vecteur d'un échange local et universel. Ils en ont recréé les conditions en s'installant sur les ronds-points. Si Salvador Dali pensait que la gare de Perpignan était le centre du monde, les Gilets jaunes l'ont implanté symboliquement sur un rond-point des Pyrénées-Atlantiques, de la Nièvre ou encore de la Creuse. Ce que les meilleurs communicants du monde n'auraient su imaginer, les Gilets jaunes l'ont inventé avec l'inspiration et la détermination de ceux qui n'ont plus peur. Ils souffraient d'un éclatement de la société en tant que communauté solidaire. Ils ont inventé des lieux réunissant les personnes les plus diverses, le rond-point comme agora. Les Français ne s'y sont pas trompés. Dans les débuts du mouvement, les Gilets jaunes ont suscité l'adhésion à près de 80%. Ce mouvement d'inspiration révolutionnaire refusait toute politisation ou reprise en main par un quelconque parti. La dimension anthropologique de leur révolte allait au-delà des étiquettes politiques, des tentatives de récupération, des intérêts catégoriels. Elle parlait à l'immense majorité du peuple français, également consterné par notre déclin en tant que nation. Elle évoquait sans le dire sa préoccupation devant notre changement de génome programmé puisqu'entièrement livré à la puissance de la finance et non plus de l'homme. Aussi, dans ma relation avec les Gilets jaunes, je me suis toujours tenu à la mission qu'ils s'assignaient à eux-mêmes, se réapproprier en bien commun l'espace public. D'où mon respect pour leurs revendications, malgré les nombreuses sollicitations dont je devais plus tard faire l'objet. Si ce mouvement a pu durer aussi longtemps, c'est parce que la micro-société des ronds-points renvoyait à la société tout entière. D'emblée, les codes de bon fonctionnement s'y sont imposés. On y retrouvait le charme du vivre ensemble, des jeunes découvrant des grands-pères qui n'étaient pas forcément les leurs, mais qui leur parlaient de leur vie singulière, du passé et du présent. Les grands-pères redécouvraient des petits-fils ainsi que le caractère éternel de la jeunesse. Ils disaient leur rupture avec notre monde, ces jeunes leur parlaient présent et avenir, rêve et espoir. Des femmes étaient là aussi très nombreuses et de tous âges.
Certaines élevaient seules leurs 2 ou 3 enfants avec comme unique ressource le système D. D'autres vivaient seules, certaines enfin s'absentaient de leur famille dans le seul but de militer et de témoigner. Elles se retrouvaient dans un même élan, celui de redonner du sens à l'humanité. Samedi après samedi, les observateurs ne cessaient de s'interroger sur la puissance du mouvement et sa durée. Ils se demandaient aussi d'où venait la capacité d'organisation et d'inventivité renouvelée, la force de sa cohésion malgré l'absence de leader ou de commandement organisé. Ils n'ont pas saisi la force d'un peuple qui se retrouve dans sa diversité avec une même volonté et une même énergie. J'ai également noté une concentration étonnante de têtes grisonnantes ou blanches, rarement autant présentes dans un mouvement militant. Parmi eux, des ingénieurs, des enseignants, des chefs d'entreprise, des penseurs, des militaires, des ouvriers, des vous et moi, empreints de leur propre expérience de vie, des chômeurs. Ils n'avaient pas oublié leur savoir-faire en matière d'encadrement et d'organisation. La fin du monde, disaient les Gilets jaunes en un raccourci que je trouve génial, c'est sans doute préoccupant, mais nous, on vous parle de fin du mois. Ils illustraient, ainsi que toute idéologie, même la plus fondée, ils illustraient ainsi que toute idéologie, même la plus fondée, nécessite pour se déployer autant un ventre plein qu'une tête bien faite, comme le prétendait maladroitement Maslow. La vérité est que les Gilets jaunes ont accompli un travail gigantesque. Remettre l'attention et le discours sur les problématiques du quotidien. Simple, basique, comme le chante Orelsan. Ils ont soulevé le couvercle de la marmite et mis au jour les béances de la société française. Hausse des taxes du quotidien, destruction de l'ascenseur social, relégation des personnes en souffrance aux marges de la société, disparition des services publics, déserts suburbains et ruraux sans cesse accrus. Tant de fractures et d'inégalités, de sacrifices et de fiscalité toujours plus lourdes pour le peuple, tandis que les nantis s'exonèrent en s'exilant ou en optimisant leurs impôts, bénéficient de largesses et de privilèges exorbitants. Une double exigence a très vite prédominé dans ce mouvement, celle de liberté et d'égalité. Se retrouvait alors la vieille histoire d'un peuple sensible aux valeurs fondatrices de la République. Les Gilets jaunes se sont mis en mouvement parce qu'ils n'avaient plus d'interlocuteurs et que l'esprit public ne leur offrait plus de projets lisibles et crédibles. Eux-mêmes se vivent souvent comme des êtres relégués à la marge. Dans des friches où l'on a construit des pavillons loin de tout, sans âme villageoise ni vie communautaire. Le mouvement a également montré son caractère original en n'oubliant pas le troisième principe de notre devise républicaine. Avec la liberté et l'égalité, les Gilets jaunes ont incarné la fraternité, matérialisée par la nécessité d'échanger autour d'un verre ou d'un barbecue. J'y ai retrouvé ma passion du débat et des heures passées à développer et à échanger sa pensée sans la dictature de la fausse expertise technocratique. Point n'est besoin de think tank et d'études pour comprendre ce qui se passe. Il suffit d'aller sur place, de rencontrer les gens avec l'esprit ouvert et à l'écoute. La modélisation viendra après. Il n'existe pas de vraie et de fausse France, mais assurément sur les ronds-points, on croisait la France. Chers compatriotes, dans notre quotidien, la personne portant gilet jaune n'est-elle pas la personne à qui l'on doit porter attention ? Je crois viscéralement qu'il est temps de faire de même au plus haut sommet et pas seulement de façon incantatoire. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors, Aline, merci pour tous tes messages de participation. On en était resté à « je suis déçu par le manque de réaction ». Tout le monde doit être inquiet, pas seulement les jeunes générations. Et puis, il n'est pas obligatoire chez mon médecin. Alors là, j'ai perdu un peu le fil. Le masque n'est pas obligatoire, je suppose. C'est très bien. Et puis, oui, pour Maslow, c'est effectivement
à cette pyramide des besoins qu'il fait allusion. Je suis un petit peu plus bienveillant que lui à l'égard de Maslow. Je pense que cette pyramide est plutôt utile et bien utilisée en psychologie. Je vous invite à la trouver sur Internet et on comprend que pour monter dans les étages de la pyramide, il faut qu'évidemment la base soit assurée. Ça veut dire que évidemment, les besoins vitaux tels que sécurité, nourriture, comme leur nom l'indique, sont absolument fondamentaux. J'espère que ça fonctionne. Mon logiciel me dit qu'il y a un petit peu de perte. Ça a l'air de se réguler. Donc, j'espère que tout va bien. Merci d'avoir précisé le masque, Aline. Pas besoin de masque chez le médecin. Voilà, aujourd'hui, j'étais dans une coopérative bio à Brest. Il y avait quand même encore beaucoup de gens à porter le masque. Le personnel, bien sûr. Peut-être pas tous. Sauf erreur, le gérant semblait ne pas en avoir. J'en ai pas parlé avec lui, mais j'ai trouvé ça un signal intéressant quand même. Il y avait quand même moins de distanciation, puisque c'est le terme à la mode sociale aux caisses, donc ça semblait se détendre un peu. J'aimerais bien sûr que ça aille plus vite. Sais-tu souvenir de mes études, nous dit Aline Maslow. Bah oui, on a eu sans doute une partie commune d'études. Donc, rassembler les Français, ça va être la 3e missive pour clôturer cette émission d'aujourd'hui. Vous voyez, des émissions qui sont calibrées plus ou moins autour d'1 heure. Nous en sommes à 55 minutes. Donc, nous voilà bien partis. Alors, continuez à évidemment partager vos réactions et puis ce que vous avez envie de partager. C'est aussi ça l'intérêt d'un live. Écoutez, j'espère que ce livre de Jean Lassalle va trouver quand même de nouveaux lecteurs. Je trouve que on y lit des choses sensées. Ça peut être encore bien en deçà de ce qu'on souhaiterait, mais comparativement aux autres loustiques, évidemment, qu'on peut voir nous faire toutes ces mises en scène pitoyables, ça me semble quand même d'un bien autre niveau. Alors maintenant qu'effectivement Jean Lassalle puisse être qualifié d'être encore dans le système, c'est bien possible. Mais en attendant mieux et des propositions qui permettent d'aller vers ce mieux, peut-être ne faut-il pas tirer sur l'ambulance non plus. Voilà. Alors en tout cas, et on constate souvent pour vous qui êtes coutumiers des réseaux sociaux que dans certains commentaires, il y a des gens qui sont encore nombreux à être dans le yaka faucon et on se demande bien ce qu'ils font pour faire avancer leurs opinions, leurs idées, ce qu'ils mettent en place, etc. Donc dire aux autres ce qu'il faut faire, ça évidemment c'est assez facile, mais vous comprenez bien que chacun ayant des opinions différentes, on devrait se souvenir qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et que donc si on veut faire avancer ses idées, eh bien il faut mettre ses idées en action. Ça paraît bien la moindre des choses, sinon on est en train sans arrêt de donner des ordres à autrui et je crois que la plupart d'entre nous n'aimons pas ça plutôt plus qu'autre chose. Donc chacun doit faire sa part et non pas demander aux autres de la faire à sa place. Donc voilà, alors peut-être qu'on n'a pas assez appris aux Français à prendre des initiatives, c'est possible, à se faire confiance en eux-mêmes, c'est encore plus possible, à avoir une estime suffisante d'eux-mêmes pour arrêter de se dévaloriser. Peut-être, en tout cas c'est mon point de vue, faudrait-il abandonner ce terme d'élite, il me semble plutôt avoir des conséquences désastreuses. Une sorte de barème qui s'établit comme ça dans la tête selon lequel il y aurait des gens plus intelligents que d'autres. Je penche pour ma part plutôt sur des formes d'intelligence très différentes, certaines étant davantage valorisées par les formes de vie et de société dans lesquelles nous sommes, mais je serais bien curieux de savoir si du jour au lendemain nous perdions toutes ces technologies et nous étions abandonnés au fin fond d'une forêt, qui se débrouillerait le mieux
mieux parmi nous. Donc voilà un petit peu pour vous aider à réfléchir à la question de l'intelligence. Et puis une intelligence dont on parle encore trop rarement, qui est l'intelligence émotionnelle. Nos émotions veulent dire quelque chose. Et donc c'est aussi une intelligence, je vous rappelle cette expérience de psychologie Damasio, je crois, hein, qui a vu son crâne traversé d'une barre, si je me souviens bien, échappée d'un camion. Contre toute attente, il n'est pas mort, mais sa vie était devenue impossible parce que ça avait détruit en fait le centre émotionnel du cerveau. Donc vous voyez à quel point nos émotions devraient être bien davantage prises en compte, mais évidemment dans la mesure où on nous apprend à les mettre sous un couvercle, à surtout ne pas les exprimer dans le cadre d'une entreprise, évidemment on se prive de cette intelligence émotionnelle. Et si on écoutait ces émotions, bien ça éviterait, me semble-t-il, que la colère se transforme tôt ou tard en violence. Alors, rassembler les Français. On est toujours dans ce thème du livre de Jean Lassalle, Le jaune couleur de leader, point d'interrogation. Donc, troisième missive dans ce thème, rassembler les Français. C'est écrit à Lourdios Icher. Chers compatriotes, j'ai cru déceler un léger courroux dans votre dernière correspondance. Vous m'expliquez avec une vigueur dont vous n'êtes pas coutumier que les gilets jaunes sont loin de faire l'unanimité. Vous me dites que j'exagère une fois de plus et que ce faisant, je meurtris ceux qui, comme vous, ne s'y retrouvent pas. Je crois comprendre le sentiment qui vous anime. Il est douloureux, il est à la hauteur de l'histoire. Le 21 novembre 2018, alors que le mouvement s'enracinait sur l'ensemble du pays, j'ai revêtu un gilet jaune dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ignorant les remontrances de Richard Ferrand, « Monsieur Lassalle, veuillez ôter ce gilet jaune, allez manifester ailleurs ». Comme l'intervention des huissiers, j'ai conservé mon gilet jaune jusqu'à la suspension de séance. Lorsque le moment me sembla venu, je quittai l'hémicycle. L'ensemble du groupe La France Insoumise sortit aussi. Je vis d'autres députés se lever et applaudir en signe de solidarité. Nous étions en pleine séance de questions d'actualité et je savais que le ministre de l'Intérieur était chargé de porter ce qu'il pensait être un coup fatal au mouvement. J'étais convaincu que c'était bien la dernière chose à faire. Au moment d'endosser le gilet, j'étais serein et habité par cette volonté de rassembler les Français, ceux qui portaient un gilet jaune et ceux qui n'en portaient pas. Je sentais qu'il fallait poser un acte symbolique, dépasser ce face-à-face tragique et retrouver le désir de vivre ensemble. L'opinion les soutenait alors de façon massive, ce qui en dit long sur la profondeur de la crise qui secoue notre pays. Et puis, si une initiative de conciliation doit être posée, c'est bien dans le lieu où s'incarne la représentation nationale. Il me semblait nécessaire de montrer symboliquement que les gilets jaunes, que l'on soit pour ou contre, appartenaient à la communauté nationale. L'amende que Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, m'a infligée publiquement a été appliquée. 1 500 € ont été soustraits de mon traitement de parlementaire. Je m'en suis acquitté et j'ai reçu environ 900 € de dons, un nombre important de citoyens voulant me signifier leur soutien face à une amende considérée comme injustifiée. Quelques mois plus tard, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec lui. Je le connais de longue date. Nous avions eu l'occasion d'échanger lors de la dernière législature et nous nous étions trouvés de nombreux points communs. Revenant sur mon acte, il me confia ne pas avoir eu d'autre choix que celui de me sanctionner. Je lui ai répondu « Je comprends ce que tu me dis, mais ce n'est pas mon opinion. Tu sais que l'histoire laisse des traces. Il est impossible de dire ce qu'elle retiendra de nos deux attitudes réciproques. Mais je préfère être à ma place qu'à la tienne, car j'aurais posé à l'Assemblée nationale un acte évoquant clairement un mouvement soutenu à cette époque par 80% des Français. Tu auras pour ta part contribué bien malgré toi à accréditer l'idée qu'à ce moment-là, la seule réponse réellement apportée fut « sanction à tous les étages ». Je n'ai pas apprécié non plus son attitude à l'occasion de l'unique intervention de 5 minutes qui me fut attribuée. Lors de cette prise de parole, je m'efforçais d'expliquer pourquoi je pensais qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, qu'il fallait plutôt saisir l'opportunité d'échange qu'offrait ce mouvement plutôt que de le combattre. Il était l'expression d'un peuple qui n'en pouvait plus, réagit et résiste, comme l'a fait Paris à tant d'occasions au cours de notre histoire. Je fredonnais et Paris se mit en colère
et Paris se mit en colère. Puis je murmurai aussi le chant des partisans, les campagnes de France n'ayant pas été en reste dans les moments cruciaux de notre histoire. Monsieur le Président, vous n'aviez pas le droit de m'interrompre et vos mots ne furent pas à la hauteur en pareilles circonstances. Nous ne sommes pas au music-hall, chers collègues. À ce moment-là, mon dessein était une fois encore de nous réunir dans l'aspiration la plus exaltante que fut toujours celle du peuple souverain, dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chers compatriotes, peut-être ces quelques lignes ne vous feront pas changer d'idée, la confiance qui nous unit m'a fait obligation de vous les écrire. Je suis d'accord avec vous, l'histoire ne s'écrit jamais à chaud, elle ne s'écrit pas non plus tant qu'on ne connaît pas encore le dénouement. Que voulez-vous? Je suis député, je dois au moins assumer l'obligation qui m'est faite de vous raconter ce que je vis et ce que j'en pense. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Eh bien voilà, ainsi s'achèvent ces 3 premières missives pour ce qui concerne ce thème, le jaune, couleur de leader. Il y en aura d'autres, peut-être dès demain ou après-demain, je ne le sais pas encore. Et la prochaine va s'appeler « Au cœur du mouvement des Gilets jaunes ». Quelque chose d'assez complet, puisque c'est sur environ une dizaine de pages, comme cela. Diviser pour mieux régner. Donc vous voyez, on est toujours dans cette partie Gilets jaunes. Et puis, c'est là-dessus que se terminera cette partie. Et ensuite, on en entamera une autre qui va s'appeler « S'unir pour le pire ». Alors, un coup d'œil sur vos messages avant de vous saluer pour ce soir. Non sans vous avoir remercié de votre présence et de vos commentaires, tout particulièrement Aline qui en a laissé un bon nombre et qui a fait vivre à sa manière l'émission. Elle nous dit dans ses derniers commentaires, la contestation se fait en virtuel. Je me souviens, je précise qu'Aline est aussi une de nos modératrices, donc merci pour son travail. Je me souviens de ce moment grandiose où il a mis le gilet jaune dans l'hémicycle. Là, ça fait plaisir de se remémorer ces moments-là. C'est comme les vivre 2 fois, de se remémorer ces grands moments. Mokfissam nous dit « Les Français dorment d'un sommeil profond ». J'en ai bien peur, c'est vrai, mais il vaut mieux orienter sa pensée sur autre chose. Et puis, donc, il faut croire, lui répond Aline. Merci à toi, merci à vous qui avez été avec nous ce soir. On va se dire au revoir. Je vais vous laisser vous saluer dans notre générique final. Et puis on se retrouve très prochainement. Je vous rappelle que vous avez sur la chaîne YouTube Brest Buzz de nombreux éléments que vous pouvez faire également circuler. Et on soutient également évidemment tous les autres lanceurs d'alerte, tout particulièrement Sylvano Trotta, dont nous lisons pour notre part les vidéos chaque jour, et puis Jean-Jacques Crèvecoeur, beaucoup d'idées, hein, comment aider les autres à évoluer en leur posant des questions. C'est une vidéo qui vaut la peine d'être écoutée. On vous rappelle aussi les actions juridiques en cours. Ça serait une bonne idée que vous vous y inscriviez, ce que j'ai pour ma part fait. Il y a bien d'autres chaînes encore, j'en oublie certainement plein, celle évidemment de Thierry Casanova. Enfin, ils sont 18 ou 19, je crois, lanceurs d'alerte. Et puis donc l'émission du jeudi soir, donc si vous avez été occupé par la nôtre, vous n'avez rien perdu parce qu'elle est bien sûr en replay, qui s'appelle l'information en question. Eh bien, là-dessus, je vous dis à bientôt les amis, très très bonne soirée, reposez-vous bien et on lâche rien, force et honneur. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.